Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors aujourd'hui, on a une micro-imprimante qui est la Easy 3D. Je pense que ça se dit comme ça, X1 Mini. Alors Easy 3D, comme 3D facile. Bref, c'est de la façon que je pense qu'on dit le nom. C'est la X1 Mini, c'est une imprimante, c'est la moins chère, intéressante que j'ai trouvée. Je sais qu'il y a aussi la Hero 101 ou la Hero 101 qui donne des résultats complètement atroces. Je n'ai pas décidé d'y aller avec elle, mais bien avec elle, elle semblait donner des meilleurs résultats. Puis c'est d'elle que je vais vous parler aujourd'hui. Elle a 10 par 10 par 10, donc un très petit volume. Elle n'a pas de bed chauffant, elle a un bed magnétique, on va en reparler. Pas d'affichage, une carte micro SD, et puis elle est très transportable. Donc je vais vous parler de ma première expérience. J'ai pas filmé le montage, parce que, écoutez, j'ai la boîte ici, je vais vous montrer la boîte dans laquelle elle vient. Elle vient dans cette boîte-ci, donc très très petite. Le montage se résume par mettre l'axe là-dedans, mettre deux vis, connecter les fils. Le montage prend à peu près 5 minutes, alors très très facile à monter. J'ai pris des photos du montage que je vous montre à l'instant. Donc, quand elle est arrivée, elle ne marchait pas. Un des fils du stepper de l'extrudeur était coupé. Donc, je vous montre la photo. Donc, je l'ai réparé. Maintenant, c'est réparé. Aussi, j'ai eu quelques petits ennuis avec, mais on va en reparler dans un instant. Donc, comment est-ce qu'elle fonctionne, cette imprimante-là? Alors, c'est très, très simple. C'est XYZ, c'est une cartésienne. Alors, mon X est comme ça. Alors, ici, c'est le devant, à ce que j'ai compris. Ensuite de ça, mon Y est comme ça et mon Z est comme ça. J'ai trois petits steppers, vraiment des tout petits steppers avec des petites courroies qui font le même travail qu'une imprimante, on va dire, normale, style Ender, mais en format mini. Les steppers sont mini, sont plus gros que dans la Hero 101, si je me souviens bien, mais tout est petit dessus, puis elle fait plus de bruit qu'une Ender 3. Alors, elle est quand même assez bruyante. Comment ça fonctionne pour le contrôleur? Alors c'est simple, si je veux mettre du filament dedans, j'appuie sur plus, alors le plus va clignoter, ça veut dire que la buse chauffe, je mets mon filament dedans et puis ça rentre le filament, puis ça va continuer de faire une extrusion jusqu'à ce que mon filament sorte, que je sois satisfait ou que j'ai purgé mon filament, et je rappuie sur plus quand j'arrête. Si je le laisse aller après un certain temps, peut-être après 20 ou 30 cm, il arrête automatiquement. Alors, pour mettre le filament, ça va assez bien. Pour le sortir, ça va assez bien. On fait moins, c'est le même principe. Pour faire le home, c'est la même chose. J'appuie sur home, il fait mon home. Puis, la seule chose, c'est qu'il se positionne sur un coin seulement. Donc, je suis obligé de déplacer ma tête manuellement pour niveler mon bed. Et puis, lorsque je veux mettre un print, je veux imprimer quelque chose, je le mets sur la carte SD. Et puis, il va simplement lire le fichier le plus récent. Donc, présentement, j'ai 4 G-codes dessus. Puis tout ce que je fais, c'est que je fais juste ouvrir le fichier, je le re-sauvegarde, puis il devient le plus récent. Je fais play et ça imprime quasiment tout seul. C'est des tests que j'ai imprimés. J'ai imprimé 6, ça c'en est un autre que je suis en train de faire. D'ailleurs, on va l'arrêter parce que ça fait du bruit pour rien. Alors pour l'arrêter, j'appuie sur play et elle arrête immédiatement et je la débranche. Ah, enfin. Je vais vous expliquer, normalement, il ne faut pas autant de bruit, je vais vous expliquer pourquoi. Le bed, je vais vous parler du bed. Vous voyez, il y a des clips. Normalement, les clips ne viennent pas avec. Alors, le bed, c'est un bed magnétique. Et puis, je vais juste le plier comme ça et ça décolle quand même bien. Le bed va quand même bien. La seule chose, c'est que je n'ai pas une grande surface. Et puis, le bed aimante correctement. Mais lorsque j'ai des grandes pièces dessus, ça fait décoller le bed un peu. Alors, quand j'ai une grande surface, un Benchy commençait à le faire. Alors, c'est pas une si grande surface que ça. Ça fait que si vous avez une grande surface, je vous recommande de mettre des petits clips sur les côtés comme ça, juste pour le tenir, pour pas qu'il lève. Mais sinon, si c'est des petites pièces, ça fait bien. Pensez pas pouvoir imprimer du PG avec ça ou quoi que ce soit. C'est difficile de contrôler la température, donc ça imprime. Alors, surprenamment, ça imprime. Puis ça imprime
correctement. L'imprimante vaut à peu près, dépendamment d'où est-ce qu'on l'achète, autour de 90 € à 110 €, puis ou en dollars canadiens, on peut l'avoir à 100 $, plus shipping, jusqu'à 145 $ canadiens. Est-ce que ça vaut la peine? C'est la question que je me posais. Ben écoutez, elle fonctionne, elle est très très portable, elle est fragile, mais elle est portable. Je vais la garder quand, mettons, je vais quelque part et puis je vais imprimer quelque chose de rapide. Ben, ça peut faire le travail. C'est plus facile de transporter ça que de transporter une Ender, par exemple. Le support à filament, si je prends une bobine de filament standard, normalement, je devrais mettre le support de filament de l'autre côté ici, comme ça, là. Et mettre le filament à l'intérieur parce qu'il y a un petit peu meilleur support, mais je trouve que c'est du trouble. Donc, je le mets à l'extérieur. Puis, vous voyez, pas super facile à mettre. Bref. Les bobines standards ne rentrent pas dedans. Ils accotent à terre, puis le support de filament est en plein milieu. Donc, le support de filament est un petit peu inutile si vous avez des bobines standards. Moi, j'avais une petite bobine, c'est un échantillon que j'avais reçu. Puis, lui, il faisait bien, vous voyez. Avec, ce que je pourrais faire à la limite, je pourrais simplement réenrouler du filament autour de cette petite bobine-là si je veux absolument la transporter quelque part. Mais, vous voyez, les trous ne sont pas parfaitement alignés. Fait que, et voilà, je l'ai eu. Donc, c'est ça. Le support de filament, on peut le laisser faire. On peut en avoir un externe, donc un petit peu moins portable. J'ai vu, il y en a qui ont mis le support de filament ici au-dessus pour pouvoir supporter une bobine complète. Cependant, je pense pas que l'imprimante est faite pour supporter 1 kg au-dessus. D'accord? Je serais plus porté à faire de quoi d'installer après la structure sur un côté. Mais ici, sur le dessus, je suis vraiment pas convaincu. Donc, c'est ça. Je vais vous montrer quelques prints parce que c'est un petit peu ça qui nous intéresse. Ça, c'est le premier print que j'ai fait. On voit, c'est un genre de chat cubique. Il venait évidemment sur un raft. Je ne sais pas pourquoi la plupart, pas toutes, mais la plupart des imprimantes chinoises impriment sur un raft. Moi, j'imprime jamais sur des rafts, mais toutes les démos que je vois arrivent sur des rafts, puis en plus, les rafts font pas un beau dessous. Avec un build tack, normalement, on n'a pas besoin de raft. Mais bon, l'impression est correcte. On voit le gros de la forme. On voit que le filament n'est pas refroidi. C'est le gros problème. Puis, c'est une impression correcte. C'est pas une belle impression. J'ai vu des impressions pires que ça, mais j'ai vu des impressions drôlement plus belles que ça. Donc, on va dire que c'est correct. D'accord? On voit que l'imprimante a quand même un peu de potentiel, mais bon. Fait que, j'ai vu ça. J'ai imprimé aussi un Benchy. Alors, le Benchy sort, la forme est là. J'ai pas trop d'overhang. Mettons que je donne on va dire un 4 sur 10 comme beauté, puis on voit la cheminée, le filament a trop chauffé. En passant, je l'ai slicé avec Simplify 3D. Ça vient qu'un logiciel aussi, hein, qui est quand même pas pire. C'est vrai, je vais prendre 30 secondes pour vous montrer ça. Le logiciel qui s'appelle, il y a 3D Magic puis 3D Wear. Il y en a un qui sert à faire de la lithographie. Et autrement dit, je prends une image puis je la transforme en 3D, puis ça va quand même bien. Et puis l'autre qui sert à slicer l'imprimante, à slicer les fichiers 3D. Il va quand même bien, honnêtement. Il y a plein de paramètres possibles, puis il est fait avec Unity, donc ça marche à peu près sur n'importe quelle plateforme, là. Très facile à utiliser, donc c'est quand même un plus. Elle vient avec un bon petit logiciel. Donc, alors c'est ça. Le filament chauffe trop, il n'y a pas de système de refroidissement de filament, et c'est ce que ça nuit. J'ai imprimé un vase. Le vase sort bien, cependant, du fait que le filament n'est pas refroidi aussi, j'ai quelques petits trous dedans. Donc, j'ai plusieurs petits trous dedans. Donc, c'est correct aussi. Bref, c'est ça. Donc, elle fonctionne, mais c'est pas la plus belle impression que j'ai vue. Autre chose, il ne semble pas d'avoir beaucoup de fonctions de sécurité dessus. On ne voit pas la température. Alors, si la sonde brise à l'intérieur, il ne semble pas avoir de coupure automatique de température. Donc, niveau sécurité, je dirais qu'elle demande un petit peu de surveillance. Laissez-la pas de ça. Fait que c'est ça. Fait que, d'origine, c'est une imprimante qui fonctionne. Je vais vous dire à la fin si ça vaut la peine ou pas. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, j'ai le même chat, puis on voit que la qualité est nettement supérieure. Alors, c'est pas parfait non plus, mais c'est acceptable. J'ai vu des Ender 3 qui imprimaient comme ça d'origine. Donc,
c'est quand même pas trop pire. J'ai imprimé aussi le Benchy qui sort relativement bien. Il n'est pas parfait, j'ai eu des Benchy mieux que ça, mais j'en ai eu des pires que ça aussi, là. Donc, on est capable de faire de quoi de potable avec ça. La cheminée est rendue très belle. L'overhang est quand même bien supporté. Et puis, j'ai réimprimé mon vase. Puis lui, il est très, très bien sorti. J'ai mis un refroidissement de matériel parce que la carte mère qu'il y a dedans permet d'avoir un autre ventilateur. Et puis, c'est ce que j'ai installé. Puis, c'est ce que je vais vous montrer. Alors, je vais enlever ça ici pour qu'on puisse voir. Ah, puis en passant, il n'y a pas d'interrupteur d'alimentation. Dès que je la branche, elle part. Donc ici, on a la tête d'impression. Je vais tasser ça un petit peu puis je vais l'approcher. Là, pour l'enlever, c'est très très simple. On fait simplement serrer sur les côtés et on l'enlève. On voit ici le stepper, on voit la petite réparation. On voit la buse qui est ici. Elle ressemble un petit peu à la buse de hotends.fr. Puis regardez ce que j'ai installé à l'intérieur. J'ai installé un ventilateur ici. Il y a des places comme pour installer un ventilateur ici, mais mon ventilateur était trop épais. Et c'est que je l'ai descendu un petit peu. Puis j'ai installé un conduit qui souffle en dessous. Et puis, ça fonctionne très bien. Alors, j'ai juste rajouté un ventilateur, puis j'ai passé le fil dans la gaine. J'aurais pu me brancher ici, il y a déjà un fil qui est passé en passant, là. Ici, j'ai un petit fil qui est déjà là, que j'aurais pu le connecter. C'est juste que c'est un petit connecteur GST, excusez-moi, que je n'avais pas. Donc, j'ai simplement passé le fil au complet. Puis, j'ai fait la petite buse. Je vais d'ailleurs partager le modèle sur Thingiverse. Donc, avec ça, mon ventilateur est très bruyant en passant, là. Mais c'est du 12 volts. J'aurais probablement pu mettre un Noctura. J'ai mon autre ventilateur sur le dessus ici. Juste là. Qui refroidit l'ensemble, j'imagine. Donc, avec cette modification simple-là, qui a coûté à peu près 2,5 $, l'imprimante vaut beaucoup mieux. Alors, je ne sais pas pourquoi Easy3D n'ont pas fait ça dès le départ, parce que ça aurait amélioré considérablement le print. Ça aurait amélioré les impressions considérablement pour pas cher. Tout l'espace est là. Je vais juste refermer ça. Tout l'espace est là, le filage est là, la carte mère le supporte, tout ça. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc, c'est ça. Alors, petite modification intéressante à faire sur cette imprimante-là. Maintenant, la question qui tue. Est-ce que cette imprimante-là vaut la peine? Elle vaut, on va dire, une moyenne de 100 $, peut-être un petit peu plus. Une Ender 3 vaut autour de entre 250 et 350 $. Là, je parle en dollars canadiens. À 250 $, là, on l'a à rabais, on est capable de l'avoir à l'occasion, puis elle vient avec pas trop d'options, pas avec la carte Pro ou quoi que ce soit. Mais elle va me donner, au lieu de 10 par 10, je vais avoir 22 par 22 cm par, je me trompe pas, c'est 250 cm de haut, l'Ender. Puis, je vais valider à l'instant. Alors, c'est ça. 22 par 22 par 25. Celle-ci, 10, 10, 10. Alors, celle-là me donne 1000 cm3. C'est bien ça? 10 par 10 par 10? Oui, exactement. Tandis que l'autre va m'en donner quoi? 12 000. Laissez-moi regarder. Je calcule dans ma tête de même, là. Ça va être autour de 12 000. Alors, 22 fois 22 multiplié par 25. Ah, 12 100 cm3. Excusez-moi. Ici, c'est 1000 cm3. L'autre 12 000 cm3. Alors, j'ai 12 fois plus de surface d'impression. Ensuite de ça, la Ender 3 est facilement modifiable. La qualité est là, elle est rigide, elle est plus grosse. Elle vaut à peu près 2 fois et demi le prix. Si vous avez les moyens de payer 250-300 $, c'est sûr que je recommande la Ender 3. Ils ne jouent pas du tout dans la même gamme. Cependant, si vous n'avez pas 250-300 $ à mettre sur une imprimante, que vous avez juste 100 $, puis vous avez des enfants qui veulent juste imprimer de façon occasionnelle des petites choses, ou ils veulent débuter, puis vous ne savez pas s'ils vont aimer ça, ça peut quand même être une bonne option. Ça imprime. C'est pas la meilleure expérience utilisateur qu'on peut avoir. On est quand même limité dans la superficie, mais si vous ne voulez pas dépenser immédiatement 250 $ ou 300 $, ça peut être une option. Cependant, pour commencer en impression 3D, je crois qu'on est mieux d'y aller avec un modèle un petit peu plus résistant, un petit peu plus robuste que celle-ci. Ça ici, c'est vraiment si je veux un modèle portable. Par exemple,
Si j'ai un campeur, là, c'est-à-dire, je ne sais pas comment ça s'appelle en Europe, un campeur, hein? Ici, c'est une genre de roulotte motorisée, un véhicule motorisé pour faire un RV en anglais, un véhicule récréatif motorisé, ou même une roulotte. Ça peut être quand même une super belle option d'avoir ça dans sa roulotte. Cependant, je mettrais un détecteur de fumée proche. Ça marche sur le 12 volts, donc c'est-à-dire je pourrais m'alimenter directement à partir de l'alimentation de mon campeur ou de ma roulotte. Puis ça tire moins d'énergie, elle est un petit peu bruyante. Donc, pour voyager, ça serait vraiment pas pire. J'ai pas de campeur, j'ai pas de roulotte, mais quand même, ça pourrait être une bonne option. Puis on peut s'imprimer des petites pièces en PLA ou des choses qu'on aurait besoin, comme par exemple, j'ai un ami qui avait justement dans sa roulotte une petite pièce pour verrouiller son réfrigérateur qui a brisé. Bien, il aurait pu se l'imprimer avec ça facilement en PLA, ça aurait fait le travail. C'est sûr que dans une roulotte ou dans un véhicule, imprimer en PLA, c'est pas l'idéal à cause de la chaleur, mais ça peut être quelque chose de temporaire. Je ne crois pas qu'elle pourrait imprimer de l'ABS. J'ai pas le goût de l'essayer du tout. Puis j'ai pas le goût d'essayer de pitcher non plus. J'ai pas le goût de monter la buse à 250 degrés ou 255 degrés là-dessus. Du fait qu'il n'y a pas de bête chauffante non plus, ça ne collerait pas. Donc, elle est vraiment que pour le PLA. Donc, comment je lui donne sur 10? Ben écoutez, c'est une catégorie à part. Je ne saurais pas comment la noter. Pour ce genre d'imprimante-là, maintenant je la compare à la Hero 101 ou 101, c'est sûr que je lui donne un 9 sur 10. À comparer, dans cette gamme-là, c'est une bonne petite imprimante. Si je la compare au reste des imprimantes, mettons à une Ender, je vais lui donner à peu près 2 sur 10. Donc, on ne parle pas de la même chose. Si vous la comparez avec une Ender, là, je sais que je l'ai comparé, mais ce n'est pas du tout la même gamme. Ça, c'est vraiment de l'entrée de gamme, est comparable à la Hero 101. Donc, elle est supérieure de loin à la Hero 101. La Hero 101 qui bougeait de partout, celle-ci au moins imprime. On est capable de faire des beaux résultats. On le voit par le Benchy. Hein? Le Benchy est très, très acceptable, mais avec le ventilateur de refroidissement. Donc, un jeune qui veut faire de l'impression 3D pourrait, à la limite, commencer avec ça, mais il faudrait qu'il rajoute le ventilateur extra. Si vous ne voulez pas rajouter de ventilateur extra, vous pouvez simplement mettre un petit ventilateur de table qui va souffler dessus. Cependant, il y a quelque chose de particulier, c'est que j'ai remarqué que tout était écrit miroir. Même miroir et miroir. C'est-à-dire, on ne voit pas très très bien là, mais normalement c'est marqué CT3D en dessous. Et puis là, pour le lire, je dois le lire comme ça, miroir, dans l'autre sens. Donc, les axes sont inversés. Puis là, je me suis dit, ah ben, je pourrais inverser mes moteurs, inverser le fil de mes moteurs, comme ça, il imprimerait dans le bon sens. Oui, mais il faudrait que je change aussi la position de mes end stop. Parce que mes moteurs, au lieu d'aller comme ça, vont aller comme ça. Puis, il va aller chercher, autrement dit, celui-ci va aller frapper ici, puis le bed va aller frapper ici. Donc, c'est un problème de firmware. Alors, ce que je dois faire dans mon slicer, je dois inverser l'image. Je vais être franc à vous que je n'ai pas essayé le slicer de Easy3D, mais c'est facile de faire une rotation là, ou un miroir de l'impression. Donc, si vous voulez imprimer des filets, par exemple, ce serait un petit peu difficile avec ça à cause de la précision, mais sachez qu'ils vont tourner dans l'autre sens. Donc, toute l'impression est miroir. Au lieu d'imprimer comme ça, elle imprime, ben, dans le fond, miroir, comme si on mettrait un miroir ici. Donc, c'est un petit peu particulier. Ça peut être un petit peu tannant quand je veux faire des impressions précises ou des choses de même, mais c'est un bug de firmware. Il y a un port USB, donc j'imagine qu'il y a moyen de mettre le firmware à jour. D'ailleurs, je vais vous montrer une photo de la carte mère à l'instant, mais on va l'ouvrir en même temps. Puis je vais vous montrer le branchement que j'ai fait. Donc, il y a une prise pour le ventilateur. Et puis, les drivers, c'est des 4988, comme on se doute bien, ils n'ont pas de dissipateur de chaleur dessus. J'ai une prise ici qui est marquée J-USB, aucune idée pourquoi. Puis, j'ai du ruban. Je viens d'enlever le ruban. Je vais vous montrer ce qu'il y a en dessous. Je ne l'avais pas encore enlevé. C'est des MOSFET qu'il y a en dessous. Ils ont mis des rubans dessus. J'ai aucune idée pourquoi. Ben, quelque chose de bien, c'est que je peux ajuster le voltage de mes stoppeurs. Puis, il y a de la place pour un heatbed. Cependant, je ne pense pas que c'est une bonne idée de mettre un heatbed là-dessus. J'ai pas de refroidissement sur mes MOSFET. Et puis, les fils, en général, sont très petits, même pour la tête de chauffe, c'est très, très petit. Alors, j'imagine que c'est une tête de chauffe qui doit être autour de 20 ou 30 watts. Les fils me semblent anormalement petits.
Donc, niveau sécurité, je ne la laisse pas travailler sans surveillance. Je ne la laisserai pas travailler toute une nuit. Peut-être que je changerai les fils. Mais peut-être que ça a été calculé pour aussi. Et puis, j'ai pas entendu de cause que les fils avaient fondu ou quoi que ce soit. Elle semble facile à réparer. L'écran, c'est tout écran chinois. J'ai aucune idée c'est quoi. Ben, c'est pas l'écran, mais c'est l'unité de contrôle. Je ne sais pas si je pourrais flasher le firmware dessus pour mettre un écran MKS TFT, mais je ne penserais pas. Il faudrait que je regarde le pin-out. Mais je ne sais pas s'il y a moyen de mettre un écran dessus. Probablement qu'il y a moyen de faire quelque chose. Je vois les connecteurs aussi en plein milieu. Là. Il doit y avoir un connecteur serré là-dedans que je pourrais utiliser pour mettre un écran. Puis utiliser la carte SD on-board. Donc, c'est ça. C'est mon review pour cette imprimante-là. Je suis vraiment content de l'avoir essayé parce que je pense que je vais l'amener de temps en temps. Quand mettons, je vais chez quelqu'un puis je sais que je vais peut-être imprimer quelque chose en PLA ou la prêter à des jeunes aussi, elle pourrait faire le travail. Donc, dans sa gamme d'imprimantes, c'est une bonne imprimante. On va dire ça comme ça. Dans sa gamme, évidemment. Pour votre information, c'est Gearbest qui m'a contacté. Il voulait me proposer d'autres imprimantes. Puis j'ai dit que je voulais essayer celle-là. Donc, j'ai vraiment choisi celle-là. Je voulais faire un review dessus pour voir une imprimante autour de 100$. Qu'est-ce que ça valait? Puis, c'est correct. Alors, je suis satisfait de mon test là, pour 100$. Vous voyez, en remettant le petit couvert, j'ai coincé des fils ici. Là. Alors, il faut être prudent. Les fils sont vraiment petits. Et voilà. Donc, merci beaucoup aux supporters de la chaîne, qui sont ceux-ci. Merci beaucoup à tous les supporters de la chaîne et un merci spécial à Christophe Jeannot et Jean-Claude Mignot. J'espère que vous avez aimé les vidéos. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Merci beaucoup et à bientôt.